permettez-moi tout d'abord de dire combien je suis heureux que cette conférence ait lieu dans cet hémicycle Parlement européen, un lieu combien symbolique, historique et emblématique. Dans cette enceinte où l'expression des aspirations démocratiques du peuple européen s'exprime, je crois que c'est un signe très fort de reconnaissance pour le combat que nous avons toujours mené ici, donc de la diaspora. Je félicite les organisateurs, les responsables du Parlement européen de nous avoir permis d'être dans ces lieux. Je remercie aussi mes compatriotes qui sont venus de loin, du Canada, des États-Unis, de l'Angleterre, de la France et d'autres pays. Malgré que c'est un jour ouvrable, mais les gens se sont déplacés si nombreux. Je vous remercie pour cette disponibilité. Je m'adresse à vous ce matin. Cet honneur qui m'échoit, c'est pour dire que c'est un moment historique au tournant de la situation, au tournant de notre pays, et que la diaspora, les membres de la diaspora, doivent être unis pour que demain nous puissions démarrer avec un nouveau combat. Je crois que l'importance de la réunion d'aujourd'hui, dans les thèmes qui sera abordé, qui porte sur l'importance de la diaspora pour la République démocratique du Congo, cet événement est l'aboutissement d'un combat que nous avons mené ensemble. Je ne serai pas long, mais je tiens tout simplement, très cordialement, à souhaiter la bienvenue à cette rencontre. Merci et je vous remercie énormément. Nous savons tous que le Congo traverse une crise profonde, existentielle. Une crise profonde provoquée par l'instabilité et des incertitudes qui persistent. Et nous avons deux instabilités qui endeuillent notre pays, qui mettent des doutes quant aux perspectives d'avenir de notre pays. Il s'agit d'abord des instabilités institutionnelles, où aujourd'hui le Congo se retrouve avec des institutions à mandat électif illégitime, notamment par l'institution présidence de la République, l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale et au niveau des gouvernements. Et après ces institutions, cette instabilité institutionnelle, notre pays est caractérisé par l'instabilité sécuritaire. Tout le monde sait aujourd'hui que le Congo est émaillé, l'histoire de notre pays présente, est émaillée par des foyers de tension qui sont créés
partout dans les Congos et principalement à l'est de notre pays. Cette instabilité nous met dans une situation dans laquelle le Congolais se pose des questions sur l'essentiel. L'essentiel, à l'heure actuelle, ce sont des élections. Et le Congolais est très averti et il cherche absolument que nous puissions avoir des élections crédibles, transparentes et aussi des élections qui nous permettront que demain nous puissions avoir des institutions légitimes avec des acteurs d'hommes politiques qui vont gérer le pays dans la sérénité. Et nous savons que ce n'est pas le cas. Et vous conviendrez avec moi pour dire que les élections se préparent en amont et à l'heure actuelle, notre administration électorale, dans son processus, nous constatons qu'il y a tellement des obstacles et cela nous pose énormément de questions. Nous avons le problème au niveau de la transparence. Et vous savez très bien qu'au niveau de la transparence, il y a un sérieux problème quant au fichier électoral. Et dernièrement, la CENI, par un dépoussiérage qu'elle a fait, elle a donné un chiffre de plus ou moins 5 millions de doublons et plus ou moins 1 million de gens qui ont été enregistrés, mais qui avaient l'âge des mineurs. Et ce n'est pas suffisant, parce que OIF est passé dernièrement à constater aussi qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le fichier électoral. Il y a plus ou moins 10 millions de gens qui sont enregistrés et qui n'avaient pas de carte d'identité. Évidemment, c'est notre carte d'électeur qui fait office de la carte d'identité. À part cette situation, nous allons nous souvenir des accords de Saint-Sylvestre qui avaient émis l'idée qui a été couchée sur papier de ce qu'on appelait la décrispation politique. Évidemment, dans la décrispation politique, il était prévu que certaines figures emblématiques qui sont aujourd'hui en prison devaient sortir, devaient être libérées. Mais à l'heure actuelle, nous constatons qu'au lieu de libérer ces figures emblématiques, le pouvoir arrête de nouveaux visiteurs dans les prisons. Et c'est ça ce qui pose énormément de problèmes dans notre pays. Et cette situation ne se situe pas seulement au niveau du Congo, mais c'est aussi à l'extérieur. Parce qu'il y a d'autres, quand on parle de pouvoir emblématique, même ceux qui sont à l'extérieur, on faisait allusion à une personne
Mais je pense que cela englobe essentiellement des Congolais qui sont à l'extérieur, ceux qui sont actifs. Et ces gens-là sont signalés à l'intérieur du pays par le service de sécurité comme étant des personnes indésirables au Congo. Donc, on se lance dans une situation qui est très difficile et d'ici le 23 décembre, il faudrait que les Congolais puissent enlever ces écailles, c'est-à-dire enlever ces obstacles pour que nous puissions aller dans des élections que nous réclamons tous apaisées. Mais il faut tout simplement, dans les stades actuels, retenir que ce n'est pas le cas, mais il faut que la pression puisse continuer, parce que si ça continue comme nous constatons présentement, il serait difficile d'aller dans ces élections-là. Mais nous, on est prêts. Mais il faudrait absolument que les obstacles soient enlevés. On ne peut pas aller dans ces élections dans l'état actuel des choses. Mais nous demandons à ce que tous les Congolais soient unis pour que demain, nous puissions avoir ces élections que nous réclamons. Autre chose qui s'avère des embûches sur le chemin de ces élections, c'est le problème le fameux problème de machines à voter. Malgré que cette machine à voter, que les Congolais quinois appellent, et les Congolais globalement, généralement appellent aujourd'hui machine à tricher, personne, même de l'extérieur, nos partenaires, personne ne veut en entendre parler. Mais la CENI s'approche à cela. Et tout observateur sait très bien que la CENI, à l'ère actuelle, c'est en quelque sorte l'appendice. L'appendice, évidemment, de la présidence de la République. Autre chose encore qui pose un problème à l'ère actuelle, et nous avons suivi dernièrement, c'est la question de la composition de la Cour constitutionnelle. Nous savons tous comment les membres ont été recrutés et comment ils ont rejoint ces corps, cette Cour constitutionnelle. Et ce sont des partisans d'une partie, d'une composante qui sont dedans. Et voilà, au lieu que les élections, comme formellement est indiqué que les élections puissent résoudre des problèmes, on a l'impression qu'avec l'administration, la machine de l'administration actuelle, on risque de tomber dans une situation de conflits post-électoraux. Et c'est visible. Tout le monde sait que si les choses actuelles, si le pouvoir en place essaie de faire des élections avec ces obstacles, effectivement, nous allons arriver dans cette situation des crises, des conflits post-électoraux, et que le peuple congolais qui a tant souffert et qui attend un changement serait dans une situation tétanisée, dans une situation où il faudra agir autrement. Voilà brièvement, je sais que
tout le monde connaît bien la situation du Congo. Et je crois que le problème épineux, c'est ce problème-là des élections. Et la question que nous nous posions tous, c'est de se dire à quoi sert d'aller aux élections dans des conditions actuelles dont on connaît déjà les résultats, parce que le pouvoir en place veut se maintenir. Voilà brièvement, et je crois que c'est ça l'essentiel, donc des notions dans les élections, dans les processus électoraux, des notions très importantes, c'est la transparence et l'équité. La transparence, nous avons évoqué que ça pose un problème. Il en est de même de l'équité. L'équité, c'est-à-dire qu'il y a une composante qui a confisqué toutes les ressources de la nation. Il a confisqué, cette composante a confisqué toutes les ressources, toutes les richesses, pour que ces politiciens véreux puissent avoir des moyens pour acheter des consciences, acheter la population, pour que le vote leur soit favorable. Voilà brièvement ce que je voudrais dire et je me limite là et je vous remercie. Bien, maintenant nous avons pu faire un survol général de l'atmosphère, de l'ambiance qui règne dans notre pays. Et je vais maintenant passer la parole au docteur Georges Aloula, qui est le président du Bureau national de NIC, et qui lui donc va aborder le thème plus en profondeur de la question de l'importance de la diaspora pour la République démocratique du Congo. Docteur Georges Aloula. Mesdames et messieurs, augustes membres de cette assemblée, au président de l'Assemblée de l'Union européenne, aux honorables députés, à nos chers compatriotes qui nous suivent de loin, à tous nos enfants, à toutes ces femmes violées, à vous tous, peuple congolais, je suis très honoré et je ferai un challenge aujourd'hui, celui de retenir mes larmes. Aujourd'hui, c'est un grand jour, non seulement pour, je ne dirais pas moi, mais pour nous, de venir ici, au sein de l'Assemblée, de l'auguste Assemblée de l'Union européenne, s'adresser aux membres de l'Union européenne pour dire c'est quoi, qu'est-ce que la diaspora congolaise pourrait apporter dans la situation que la République démocratique du Congo connaît depuis l'indépendance jusqu'à ces jours. Nous sommes très honorés d'être là, d'être le porte-voix de toute une nation. Certains m'ont rappelé que ces jours correspondent au voyage fait par nos parents en 1960 quand ils sont venus à Bruxelles pour obtenir l'accord de l'indépendance du pays. Ce jour est assez important parce qu'il rappelle aussi que là où nous sommes, les hommes et les femmes se sont battus. C'est sur ces territoires sur lesquels nous sommes que deux grandes guerres mondiales ont eu lieu. Et c'est ici à Bruxelles qu'en 1956, l'idée de dire on arrête la guerre, qu'on doit construire les bases économiques, d'où est née l'idée de l'Union européenne qui nous a amenés aujourd'hui de, je dirais simplement, le mot qui me vient en tête, enjoy en anglais, c'est-à-dire d'apprécier la paix, l'espace et surtout de voir dans une tribune 27 nations pouvoir
se disputer sur tous les sujets qui les concernent au quotidien. Aujourd'hui, les grands débats ici au niveau de l'Union européenne tournent autour du problème de l'immigration qui vient de l'Est, de l'Afrique et dans tous les sens, au moment où tous les pays du monde cherchent à contrôler les flux migratoires dans leur pays. Qu'est-ce que ces jours me rappellent dans une telle situation? C'est que je ne suis qu'un jeune garçon qui est né à Kisangani, en République démocratique du Congo, 3 ans avant l'indépendance, qui a connu les affres de la guerre au plus bas jeune, au début de sa vie, jusqu'à l'âge de 7 ans. La guerre a éclaté à Kisangani, où la plupart de nos parents y ont laissé leur peau. Et ce jeune garçon a traversé des cadavres, a fait les processions que vous voyez dans les images lorsque la guerre arrive. J'étais dans cette procession-là, curieux de poser des questions, c'est quoi ça? Des cadavres avec les ventres ouverts, pour lesquels c'était trop horrible pour expliquer à un enfant. Mais je rends grâce à l'ami ou à la dame qui était à côté de ma mère, qui lui a dit, Émilie, dis-lui la vérité. Dis la vérité à l'enfant. On m'a dit la vérité. Quelques années plus tard, je la perdrai, à l'âge de 12 ans. Comme beaucoup des enfants aujourd'hui au Congo, mais c'est ici à Bruxelles qu'on m'a rappelé, à partir de l'âge de 27 ans, quand j'ai terminé mes études d'ingénieur ici, je suis allé chercher de l'aide pour imprimer mon syllabus de ma thèse. Et l'assistante sociale qui m'avait reçu m'a fait comprendre quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Elle m'a dit, on n'est plus orphelin à l'âge de 27 ans. Oui, on n'est plus orphelin à l'âge de 27 ans, mais elle m'a dit, je vais vous choquer en vous disant ça, mais laissez-moi vous rappeler qu'avant de venir en Belgique, vous étiez déjà orphelin. Et si je vous aide, vous, parce que vous êtes orphelin, et les enfants qui ont des parents pauvres, c'est quoi la différence? C'est quoi votre avantage par rapport à ces enfants? Eh bien, ça nous pose les problèmes que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est dans cette assemblée que les descendants de ceux qui ont créé les frontières en Afrique siègent. Si ces frontières ont été faites et découpées en fonction des intérêts des nations qui n'étaient pas toujours d'accord, mais qui se sont partagées l'Afrique, si les enfants, les descendants de ce peuple se sont mis ensemble pour dire qu'après la Première Guerre mondiale, la deuxième, qui sont des... Redonner l'espoir parce que nous avons une vision. Une vision, c'est une vision de l'avenir de notre pays. La République démocratique du Congo a toujours été le centre de l'économie mondiale. Le centre de l'économie mondiale et continue à être au centre de l'économie mondiale. La République démocratique du Congo est située au centre de cette terre, en étant située au centre de l'Afrique. Mais nous avons été laissés trop longtemps derrière. Nous avons été laissés très longtemps à l'abandon. Nous avons connu des situations qui m'ont poussé à écrire ces livres, les génocides économiques ignorés en République démocratique du Congo. Ce livre, que vous voyez les titres en anglais, a été écrit exprès, en premier tirage en anglais, pour que le monde entier n'ignore plus les 6 millions. On était 2 millions, 6 millions, 12 millions de morts dans ces génocides pour lesquels le peuple congolais continue à donner. Je reviens sur l'importance de la République démocratique du Congo sur l'économie mondiale. Avec le boom de l'industrie automobile, les caoutchoucs qui a fabriqué les pneus sont venus de la République démocratique du Congo.
on connaît les atrocités qui ont été commises pour la production de ces caoutchoucs et de faire en sorte que l'industrie automobile devienne prospère et qu'elle devienne ce qu'elle est en train de devenir. Aujourd'hui, avec le coltan, puisque je vais me rattraper sur le transparent qui y a devant vous, nous avons les matières premières, les Occidentaux, les pays développés ont les technologies et ils viennent s'approvisionner. Ils viennent s'approvisionner chez nous pour mettre au travail toute leur industrie, c'est-à-dire faire vivre la technologie à partir du coltan. Rien qu'à partir du coltan, le monde entier est en train de jouir de la téléphonie, du GPS, des technologies intelligentes qu'on trouve partout aujourd'hui. Il n'y a plus seulement les téléphones portables qui détiennent les traces des ressources de notre pays. Je parlais de la guerre mondiale qu'il y a eu ici. C'est encore en République démocratique du Congo que l'uranium qui a été utilisé pour faire la bombe atomique qui a arrêté la Deuxième Guerre mondiale a été puisé. Durant la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis, la République démocratique du Congo avait été mis du côté de pays occidentaux. Et nous avons eu, dans l'entretemps, notre indépendance, avec des jeunes qui sont arrivés au pouvoir entre 25, 35, moins de 40 ans, la plupart. Je cite ici, en mémoire, le premier président de la République, Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba. Je citerai dans le désordre des noms qui nous sont revenus dans des chansons. Les Bolikango, les Tchombei, les Boboliko, et tant de pères de l'indépendance qui avaient moins de 40 ans. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Pourquoi je dis qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire? Parce que quand on vous envoie aux études d'ingénieur, vous allez vous rendre compte que ce que vous êtes en train d'apprendre, vous n'avez jamais entendu parler dans votre pays. Ce qui fait qu'à ce moment-là, vous vous dites, mais celui qui a pris la décision de faire ça dans le passé, il n'avait pas tous les éléments que j'ai aujourd'hui pour pouvoir prendre les bonnes décisions. À un moment donné ou à un autre, j'ai pardonné. Pardonné pourquoi? Parce que pour dire que c'est dans la limite de nos connaissances, de leurs connaissances de l'époque, que les uns et les autres ont réagi. À l'ère où, chez nous, on se bat, le tribalisme regagne du terrain, le tribalisme a fait beaucoup de dégâts dans notre pays au début de l'indépendance de notre pays. J'ai dit au peuple congolais que le tribalisme va disparaître avec le développement économique de notre pays. Laissez-moi dire un petit témoignage. Un témoignage qui, si je le dis ici aujourd'hui, c'est pour que les uns et les autres, les 80 millions d'habitants au Congo, puissent enlever cet esprit de tribalisme qui fait qu'on puisse dire oui. Équateur, Bandundu, Kasaï, sur la tribune. Montrons que nous sommes une nation. Quand on a défini cette nation, la RDC avec 2 345 000 km², on n'était pas si nombreux à Kinshasa quand on grandissait. On se connaissait pratiquement. Mais aujourd'hui, vu la population, la taille de la population à Kinshasa, il est très difficile de croire que les jeunes, comme nous avons grandi à Kin, où on se connaissait, on s'est retrouvés au cinéma, Cinérac, Palace, Palladium, etc., qu'aujourd'hui à Kinshasa, les jeunes se connaissent comme nous nous connaissons à l'époque. J'ai vécu une expérience chez Renault Automobile où je cherchais le nom de mon chef de service et j'ai vu 16 personnes apparaître.
et je lui poserai la question, Jean-Paul, j'ai du mal à trouver votre nom. Pourquoi autant de personnes avec le même nom? Il me dira, mais Renault est une entreprise familiale. Je dis, oui, je sais que c'est la famille Renault qui a créé cette boîte. Il dit, non, non, c'est pas ça. Chez Renault, c'est 130 000 personnes qui travaillent pour une boîte. Ça veut dire que si nous embauchons toutes les personnes dans cette salle et que chacun d'entre eux amène toutes les personnes qui ont étudié avec eux, c'est-à-dire 30 personnes que vous pouvez amener pour être embauchés, on n'atteindra jamais le nombre de 130 000, puisque beaucoup de tribus au Congo ne sont même pas 20 000 personnes. Donc lorsque nous allons développer ces entreprises qui emploient un très grand nombre de personnes, comme les industries automobiles qui vont venir chez nous, comme les industries de haute technologie, comme les industries de l'intelligence, le fait que nous soyons payés, que nous ayons les salaires, que nous ayons une vie normale, le tribalisme va disparaître. J'ai dit que le Congo est au centre de l'économie mondiale et dans ces transparents que vous voyez, la RDC va coopérer avec les pays du G8 qui va coopérer avec les pays du G20 et les restes du monde. Suivant. Nous avons eu l'idée de mettre sur le marché les emprunts d'obligations d'État pour un montant de 140 milliards. 140 milliards qui viendraient des places boursières des différents pays que vous voyez sur ce transparent, à commençant par les États-Unis, l'Angleterre, la Chine, et tout ça en fonction du volume d'emprunt que nous mettons sur ces places boursières. J'ai tout à l'heure mentionné dans les désordres, mais comprenez aussi mon émotion sur ces points, c'est que dans ce transparent, je montre comment, à partir de la recherche et de l'extraction des matières premières, de sa transformation et de son utilisation, comment on arrive au téléphone portable, comment on arrive à inonder les marchés avec les pièces électroniques. Dans ces transparents que vous voyez, quel type de partenariat le Congo a besoin? Nous avons présenté cette idée au pays du G8 et G20 de dire, en fonction des domaines, quel pays nous mettrons en première position, en deuxième, en troisième position. Je donne, j'aurais du mal à me lire, mais je le dis, des têtes. La France pourrait s'occuper du développement des chemins de fer chez nous. La France pourrait aussi venir exploiter, exploiter, ça veut dire quoi? C'est-à-dire extraire, raffiner tout ce qui concerne l'uranium chez nous, afin que nous puissions avoir les stocks d'uranium médical, énergétique et de défense, mais contrôlés dans des bunkers qui vont être créés à partir du projet de défense et de sécurisation de notre pays, qui porte sur un budget de 33 milliards sur les 140 milliards. Nous avons des pays comme le Japon qui sont très forts dans la construction de ponts et de navires. Ces pays pourraient être nos partenaires de premier plan dans ces domaines. Dans le domaine de l'aviation, dans le domaine automobile, c'est un champ assez ouvert. Les États-Unis pourraient jouer un rôle important là-dessus, en sachant que du côté électricité, production d'électricité, distribution d'électricité, c'est un domaine pour lequel les États-Unis et les autres pays pourraient s'associer pour électrifier l'Afrique. Comment électrifier l'Afrique? Nous avons suffisamment de cuivre que nous allons transformer en câble pour pouvoir connecter toutes les maisons en Afrique. Nous avons suffisamment de schistes bituminés dans les Bas-Congo et dans la province orientale pour pouvoir asphalter toute l'Afrique. Nous allons faire appel à la Russie, dont l'expertise est très connue en matière de production, d'extraction et de distribution des gaz, car les gaz, parce que nous avons la matière première, les métaux nécessaires pour pouvoir les faire. Donc la transformation du sol qui sortirait des camions du sous-sol directement transformés en métaux, c'est ça la richesse
de la République démocratique du Congo de demain. Ce que vous voyez, c'est ce que je viens de décrire, qui vous permet de voir comment aujourd'hui on peut partir en voiture de l'Afrique du Sud jusqu'en Égypte, alors qu'on ne peut pas partir de l'Afrique du Sud jusqu'au Nigeria, parce que la République démocratique du Congo est non traversable et il manque les routes qu'il faut pour pouvoir traverser ces grands pays. Tout le monde connaît l'importance des infrastructures routières. Nous aurons la capacité de pouvoir construire des routes sur l'ensemble de notre pays, non seulement pour partir dans notre idée de développement, c'est aussi le développement de tous nos voisins. Nous ne pouvons pas nous développer en laissant nos voisins trop en arrière parce que le flux migratoire va aller dans le sens non souhaité. Ainsi, la République démocratique du Congo, dans notre programme, compte investir $1 milliard dans les industries qui seront dans les frontières entre nous et nos voisins, de façon à permettre à ce que nous puissions améliorer les relations économiques entre nous et les voisins de la République démocratique du Congo. La carte que nous sommes en train de vous montrer vous donne une idée que demain, avec ces réseaux routiers, ferroviaires, les transports aériens, il ne sera plus nécessaire de venir à Paris pour aller au Maroc. Avec cette carte routière, nous pouvons imaginer que les déserts que nos enfants sont en train de traverser aujourd'hui pourraient avoir des routes qui pourraient permettre d'améliorer les rapports entre l'Afrique du Maghreb et l'Afrique noire. Parce que nous pourrions nous visiter, aller-retour. Les déserts du Nevada aux États-Unis montrent qu'on peut traverser les déserts. On peut avoir des routes qui traversent les déserts. Il ne faut pas imaginer que le désert est une barrière. Les rallyes Paris-Dakar nous ont montré comment tous ces endroits étaient pénétrables. Ainsi, nous avons parlé des chemins de fer. Tout ce que vous êtes en train de voir est fait à base de métaux. Il n'est pas impossible qu'à Kinshasa, avec 12 millions d'habitants, nous puissions avoir des tramways. Parce que c'est un mégapole qui doit être parmi les 16 plus grands centres dans le monde. Kinshasa serait comparable à Paris, à Tokyo, à New York, à toutes les grandes entités, Rio de Janeiro. Le système de chemin de fer, tel que je l'ai décrit ici, c'est faisable. Le coût est moindre par rapport à ce que si nous pouvons acheter, parce que tous les métaux seront transférés localement et ces industries vont s'installer chez nous pour que nous puissions produire et fournir à toute l'Afrique des chemins de fer à partir de la République démocratique du Congo. L'industrie automobile, j'en ai parlé. À Kinshasa, nous avons eu Opel, nous avons eu Chrysler. Toutes ces compagnies aériennes, en créant les meilleures conditions pour le business, sont prêts à revenir, seront prêts à revenir pour produire les voitures qui vont occuper les continents de 2 milliards d'habitants bientôt, ne seront pas produits à l'extérieur pour être exportés. Je salue ici certains pays qui ont déjà pris de l'avance, le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Maroc, pour la construction de véhicules sur les continents. Nous avons beaucoup d'intelligence dans notre continent pour pouvoir répondre aux besoins en termes de ressources et d'intelligence que cette industrie demande. J'ai vu de mes propres yeux, j'en ai fait une photo, une voiture qui n'avait pas de réservoir d'essence, mais qu'on avait remplacé le réservoir par un bidon qui permettait de connecter au réservoir. Et j'ai posé la question à ces garçons ingénieurs. Je dis, mais vous ne regardez pas les risques d'explosion, etc. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Non seulement il m'a dit, je suis capable de prendre le moteur de Volkswagen, le mettre sur une Mercedes ou sur une BMW, que ça marche et ça roule. Je suis un inventeur, je suis ingénieur, etc. Je dis, waouh, on a tout ça. Oui, la République démocratique du Congo a des intelligences suffisantes pour ne pas dire qu'on aura du retard. Laissez-moi dire quelque chose sur cette diaspora. C'était quoi la diaspora hier? Avant d'aller sur la diaspora, je finis avec les infrastructures de transport. Là aussi, je vous montre que tous ces bus peuvent être produits localement parce que tout ce que vous voyez, y compris les glaces, peuvent être produites localement.
Ici aussi, l'industrie lourde. Dans l'industrie lourde, tout ce que vous voyez en jaune, c'est des métaux. Les métaux, nous les sortons du sol, nous les transformons. Nous serons capables de fournir ces engins, presque dans leur totalité, à l'industrie et participer au développement de ces industries, ces industries des engins lourds. Parce que tout ce qui est en jaune, la République démocratique du Congo pourra les produire localement et les fournir à nos clients extérieurs. Celui qui connaît la couleur brune du lac Mai-Ndombe ne devrait pas se poser de questions. La couleur brune du lac Mai-Ndombe, c'est du pétrole. C'est le Congo qui fournit du pétrole à l'océan. C'est le Congo qui fournit du pétrole à l'océan. On vient de découvrir dans la région de l'Équateur la tourbe. La tourbe définie comme les résidus de débris végétaux. En français, ça s'appelle le pétrole. Le pétrole est à même le sol dans la province de l'Équateur. Le revenu de savoir qu'on le sait. Le revenu de savoir que nous devons le faire autrement. Quand on parle du cobalt et de l'industrie automobile, des batteries électriques qui arrivent, là aussi, nous ne pouvons plus rester dehors. Parce que la douleur du peuple congolais a assez duré et beaucoup d'hommes et de femmes ont été touchés, ce qui explique aussi le pourquoi de notre présence dans cette assemblée aujourd'hui. Voir un Congo différemment, c'est possible. Parce que hier, le nombre d'universitaires s'est compté à l'indépendance. Aujourd'hui, avant-hier, je pourrais dire que nous étions aussi comptés parce qu'on pouvait dire, ouais, nous avons rempli les cases qui manquaient parce que le gouvernement congolais a envoyé des boursiers du conseil exécutif étudier à l'étranger. Je fais partie de ces boursiers du conseil exécutif qui ont étudié avec l'argent du contribuable congolais. Beaucoup d'entre nous sont rentrés. Certains ne sont pas rentrés. Nous avons créé, avec le déséquilibre qu'il y a eu à l'intérieur du pays, beaucoup sont sortis. Avec quoi comme conséquence? La conséquence, elle est heureuse. La conséquence, elle est heureuse. Pourquoi? Parce que nous sommes 2 à 7 millions de Congolais dans la diaspora. Nos enfants sont nés ici. On ne se pose plus la question de quelle école qu'ils ont fréquenté. Nous, on fréquentait le collège Boboto, l'Athénée de la Gombe, l'Athénée de Njili, l'Athénée de Limete et tant d'autres écoles que nous n'avons pas citées. Mais ce ne sont pas seulement la qualité de l'enseignement au Congo était tellement bonne qu'on pouvait étudier au Bandundu, au Bas-Congo, au Kasaï, à l'Équateur, à la province orientale, au Kivu, et venir se rejoindre en Europe, dans les universités, nous nous retrouvions comme ça. Et nous étions brillants. La qualité de l'enseignement était bonne. Mais pour détruire le Congo, on s'est attaqué au domaine de l'éducation. Je rends ici hommage à la journaliste qui fait l'émission Boulou Yeke. Parce qu'à partir de cette émission Boulou Yeke, c'était un moment de réflexion très important pour nous pour voir, voilà l'état de la nation sur le plan éducationnel, dans quel état nous allons les trouver. Et c'est à nous le devoir de pouvoir les relever. Allons-nous les relever seuls? Non. Je parlais de 2 à 7 millions de Congolais dans la diaspora. Les enfants que nous avons mis au monde ici, qui n'ont rien à voir avec le Congo, qui partent au Congo en vacances. Nous avons vu nos enfants dans les domaines sportifs, dans les domaines de la musique, exceller. Là où les Congolais ont la liberté de faire, ils font. Nos enfants sont prêts à rentrer au Congo. Nos enfants et les Congolais qui ont acquis au-delà de la cinquantaine, qui ont vécu 30 ans à l'extérieur, ont aussi envie de rentrer au Congo. Mais ils ne rentrent pas les mains vides. Ils rentrent avec des expertises. Je ne parle pas ici seulement des docteurs, des ingénieurs. Je parle des échafaudaires, des agents de sécurité, des gens qui ont des petites boutiques cosmétiques, des salons de coiffure, des gens qui vendent sur les trottoirs à Château-Rouge. Nos petits restaurants dans les usines abandonnées à Paris. C'est ça le business des Congo demain, que nous pouvons rêver ensemble sur comment les transformer. Tout ce qui leur manque, c'est le financement. Les 140 milliards, une bonne partie sera à créer, à financer l'industrie pour que des jeunes Congolais soient aussi des millionnaires.
Il n'est pas normal que dans un pays de 80 millions d'habitants, il n'y a pas 10 millionnaires en dollars. Il n'est pas normal. En Europe, il y a 16 millions de millionnaires. Aux États-Unis, pareil. Et au Japon, il y a des multimilliardaires. Nous avons besoin d'avoir, je pourrais citer des tribus, un Kassaï, des milliers de Kassaïens millionnaires, des milliers de... Tous les jeunes qui ont la chance de pouvoir me suivre aujourd'hui, je veux que vous preniez mon cas comme un exemple. À partir de rien, juste la détermination, juste savoir ce que vous voulez faire. Ce n'est pas à 40 ans que vous allez savoir ou décider de ce que vous allez devenir. Lorsque vous êtes petit, vous regardez autour de vous. J'ai eu la chance de regarder autour de moi et de me dire je vais être comme celui-là. Et que celui-là m'a dit, vous n'avez que les études pour utiliser votre intelligence. Le trafic n'est pas les domaines dans lesquels vous devez vous lancer. J'ai utilisé ceux qui m'ont aidé sur ce chemin pour avoir cette détermination. On n'y arrive pas sans sacrifice. Ceux qui font les études, ça commence par l'étude primaire. Aucune personne n'a jamais été passer les examens, juste se réveiller puis aller faire les examens. Peut-être à l'école primaire, mais à partir du cycle d'orientation, nous prenons le temps d'étudier pour passer les examens. Aux humanités, nous faisons des nuits blanches. J'ai étudié au SIGA, là où il y a le palais du peuple. Sous les lampes de la rue, nous étions en période d'examen d'État. C'est comme ça que nous étudions, en allant étudier à IM, je parle de la commune de Kasavubu, sous les lampes de la rue. Ça ne nous a pas empêchés de devenir des ingénieurs. Ça ne nous a pas empêchés de devenir des médecins. Beaucoup de Congolais sont dans les hôpitaux et détiennent les services médicaux des pays dans lesquels nous sommes. Il sera peut-être difficile pour eux, mais ils sont aussi en train de s'organiser pour aller faire des prestations qu'ils étaient en train de faire. Mais aujourd'hui, la RDC, avec ses moyens, une nouvelle classe politique, un nouveau leadership que nous prenons à côté de moi, c'est 14 ans de fidélité, c'est 14 ans de constance. Le secrétaire général depuis la création de INIC, le vice-président depuis la création de INIC, 14 ans de constance. Nous avons dit non à toutes les sirènes possibles. Parce que j'ai reçu un appel de la France, d'un garçon qui m'a appelé en pleurant. Il me dit, Kouloutou, je ne te connais pas, mais je sais que tu es connu à Kinshasa. Et que si tu voulais nous abandonner, aller bénéficier comme tout le monde, tu l'aurais déjà fait. Mais pourquoi tous ces sacrifices? C'est que tu aimes le pays. On m'a vu dans les rues de Paris, de Washington, de New York, de Bruxelles, en train de protester comme un combattant, un résistant. Mais ce que les gens n'ont pas vu, c'est que je pouvais être aussi la voix, les traducteurs des actes commis par la diaspora, des combattants, les actes de protestation auprès des partenaires, des amis du Congo, leur faire comprendre comment le mental, qu'est-ce qu'on évolue. Mais en présentant ce projet de 140 milliards, en se disant que nous pouvons installer une raffinerie d'huile de pétrole dans notre pays, nous avons les moyens humains, nous avons les moyens techniques de pouvoir y arriver. C'est ces rêves-là qui étaient nôtres dans INIC que nous avons essayé de partager. Au début, beaucoup nous ont dit, dès que nous avons fait la première émission, il y a 5 ans, nous nous sommes levés dans INIC pour dire, en 2016, nous y serons. Beaucoup nous ont dit, dès la diffusion de cette première émission avec Jimmy Adjanga aux États-Unis, ils ont appelé pour dire, waouh, arrête, tu nous fais rêver, est-ce que c'est vrai? J'ai dit, dans la démarche de dire, tu nous fais rêver, il y a déjà l'acceptation. Oh bon Dieu, si c'est vrai ce qu'il dit, est-ce qu'ils ont rêvé? Non, ce n'est pas un rêve. Nous sommes à l'Union européenne aujourd'hui parce que d'autres ont vu ces projets, des hommes, des femmes, je ne dis pas les mots décideurs, mais des gens qui sont dans les postes de responsabilité, ont dit, waouh, comment avez-vous eu l'idée de pondre un projet où vous mettez tout le monde en accord?
J'ai grandi jusqu'à l'âge de 20 ans, 21 ans, à Kinshasa. Je suis venu en Europe, depuis 40 ans maintenant. Donc j'ai étudié dans ces pays, en Belgique. Je pourrais dire, je connais les Belges. J'ai vécu en France, j'ai vécu aux États-Unis. J'ai voyagé dans différents pays. Quand j'ai pensé la RDC, j'ai lu dans l'histoire. Quand les Américains, après la Deuxième Guerre mondiale, ont lancé les plans Marshall, ils ont dit ceci, de particulier. Si nous venons avec un plan déjà défini pour dire Autriche, vous allez faire ça, l'Allemagne, vous allez faire ça, la France, vous allez faire ça, ça ne marchera pas. Les Américains ont dit à chacun des pays, des 16 pays qui ont bénéficié du plan Marshall, préparez ce que vous souhaitez pour vous-même et nous, on va vous aider à appliquer, à pouvoir le faire. C'est cette démarche, c'est cet esprit-là que nous avons exploité en disant voilà le programme pour la reconstruction du Congo, voilà comment nous voyons les choses. Tout ça n'est possible que lorsqu'on apportera une solution de sécurité dans notre pays. Comment allons-nous apporter la sécurité dans ces pays? Nous allons apporter la sécurité dans ces pays en passant notre armée à quelque part 80 000 hommes à 300 000 hommes. La même chose dans la police. C'est-à-dire que nous allons garantir la sécurité sur l'ensemble de notre pays. Nous avons l'idée que nous avons défendue de créer 11 bases militaires dans notre pays. 11 bases militaires dans les 11 provinces qui existaient avant les changements, les passages à 26 provinces. Mais avec ceci de particulier, c'est que nous aurions 2 bases militaires secrètes dans notre pays pour que, après avoir perdu 12 millions ou plus qui continuent à mourir, nous ne pouvons plus nous permettre. Nous devons dire comme les autres, plus jamais que les voisins qui vont venir s'amuser chez nous, ce sera terminé. Nous aurons la force suffisante pour anéantir les voisins qui viendront s'amuser chez nous. Parce que le corps de la femme congolaise n'est pas un terrain de jeu. Nos familles ne peuvent pas être disloquées. Nos enfants ne peuvent pas faire de la prostitution à l'âge de 9 ans. On ne devient pas prostitué à l'âge de 9 ans. Mais ce que j'ai aimé, ce que j'aime chez ces enfants, c'est que malgré leur situation, je les ai expérimentés. Je les ai expérimentés en disant, si je vous donne quelque chose, qui va les gérer? En 2 secondes, ils m'ont désigné une personne. Effectivement, quand on lui a donné, il n'y avait pas de bagarre. J'ai vu encore une émission. Quand ils parlent de comment, quand ils tombent malades, qu'est-ce qu'ils font? Oui, nous cotisons de l'argent pour acheter des médicaments. Et parfois, la personne qui est malade est tellement dans l'escroquerie, dans l'irresponsabilité, qu'il bouffe l'argent, il ne prend pas de médicaments. Mais normalement, avec le Defalgan, tu aurais dit déjà très bien. Est-ce que tu as pris ces médicaments? Nous nous rendons compte qu'il n'a pas pris les médicaments. Qu'est-ce qu'on fait? Nous rachetons les médicaments, nous le faisons boire. Ça, ce sont des choses, des vidéos, des télévisions live qui sont dispatchées sur YouTube. L'autre exemple, celui-là m'a fait beaucoup plaisir. C'est de voir une jeune fille en train de se battre avec un garçon. Je ne dis pas la raison. Mais j'ai senti en elle, dans ces jeunes filles, qui ne se laissent pas faire, les forces spéciales du Congo de demain. Les forces spéciales du Congo de demain. J'ai indiqué l'importance de la diaspora congolaise. La diaspora congolaise a été la seule à interdire à ces superstars de se produire en Europe. La diaspora congolaise a été la seule à interdire au gouvernement congolais, à tous les hommes politiques, de se pavaner dans les rues des pays dans lesquels nous sommes. Ils viennent ici en cachette. Il y a un travail énorme qui a été fait. Cette diaspora, la résistance congolaise. Beaucoup de jeunes ont fait des séjours en prison. Beaucoup de jeunes se sont retrouvés dans la liste des terroristes par les actes qu'ils ont posés. À tous ces autres pays, 50% du produit intérieur brut. Qui ne sait pas que la diaspora congolaise qui fournit les taxis, les corbillards, aujourd'hui, nous avons même droit à des funérailles
à des endroits spécifiques tenus par les Congolais de la diaspora. Nous avons des jeunes qui, dans la musique, lorsqu'on a dit aux autres de ne pas venir, qui ont continué à prospérer au nom de la République démocratique du Congo. Nous avons des jeunes Congolais dans les équipes de football des pays dans lesquels nous vivons. La diaspora congolaise a un rôle à jouer. J'ai été le coéquipier de celui qui est devenu l'entraîneur de l'équipe nationale. Il venait de la diaspora. J'ai joué au football avec lui. Et en politique, beaucoup se sont essayés. La tête qui a dirigé le pays n'a pas suivi ce que ces gens auraient pu apporter. Mais ils ont été entraînés dans un tourbillon qui a fait qu'aujourd'hui, toute la classe politique a perdu ses lettres de noblesse. Nous sommes la nouvelle classe politique. Nous avons beaucoup de jeunes, nous avons beaucoup d'hommes et de femmes qui ne se sont pas trempés dans tout ce que nous déplorons aujourd'hui, capables et prêts à relever les défis pour la République démocratique du Congo. Je ne saurais terminer sans dire un grand merci au Seigneur, un grand merci à Dieu qui a fait que nous puissions tenir jusqu'à aujourd'hui, un grand merci à nos familles qui ont enduré tous ces sacrifices que nous sommes en train de donner ou de faire aujourd'hui. Mon dernier mot, c'est l'espoir au peuple congolais. C'est que nous disons toujours, et ne le prenez pas en léger, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.